L'argent. Certains en ont, d'autres pas, certains beaucoup, d'autres énormément. Et aujourd'hui, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'argent représente le seul et unique moyen de se loger et de se nourrir, ce qui en voyant l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas totalement absurde. Et ce fameux dicton bien connu de tous est bien triste mais bien réel, et pour moi oui, l'argent mène le monde. La réussite financière, qui est propre un peu à chacun d'entre nous, ne dépend pas réellement uniquement de nos connaissances, mais également et surtout de nos comportements avec l'argent. Devenir riche, c'est une chose, rester riche, c'en est une autre, et ça c'est une des 10 leçons que j'ai appris dans le livre de la psychologie de l'argent de Morgan Housel. Hello, moi c'est Sacha, j'ai 24 ans, je suis vétérinaire et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, et bienvenue dans l'épisode 2 des Pages Révélées, une série où on revoit les principes des livres qui m'ont le plus marqué et qui m'ont fait le plus évoluer dans mon parcours, dans le développement personnel. Et aujourd'hui, on parle de ce petit bouquin, La psychologie de l'argent. Ah oui, juste avant de commencer, cette vidéo ne représente en aucun cas des conseils en matière d'investissement ou de finance. Fais tes propres recherches, bien évidemment, mais juste pour être sûr. C'est parti. Petit bonus avant de commencer la vidéo et pour que tu puisses pleinement profiter de ces conseils, et ce peu importe qui tu es et quelle est ta situation financière. Ce n'est pas une leçon que j'ai appris dans le livre de la psychologie de l'argent, mais plutôt dans mes quelques années d'expérience, de travail et de finances personnelles. On peut très souvent entendre des gens dire qu'ils s'intéresseront à l'argent, à l'investissement et à la finance une fois qu'ils auront réussi dans leur vie et qu'ils seront riches. C'est une phrase qui est pour moi totalement absurde, car si aujourd'hui une personne n'est pas capable de gérer 500, 1000 ou 2000 euros de salaire, alors elle ne sera tout simplement pas capable pour moi de gérer 10, 20 ou 30 000 euros à la fin du mois. Tout cela pour dire que peu importe tes revenus, il faut commencer à s'y intéresser au plus tôt. La gestion de l'argent et de l'investissement, ça nécessite une éducation financière qui est extrêmement importante, mais avant tout, une mentalité bien précise qui n'a à voir en majorité avec qu'une seule chose, la psychologie. Leçon numéro 1, tu n'es pas fou. On vient tous d'un environnement différent les uns des autres, d'une classe sociale qui est différente, avec des parents plus ou moins fortunés, mais surtout, on est tous nés à une période et à des endroits différents les uns des autres. Dans son livre La psychologie de l'argent, Morgan Housel nous explique qu'une personne qui serait née dans un moment X, période dans laquelle les marchés financiers étaient bas, stables, mais sans réelle croissance, et d'autres nés dans des périodes où les marchés financiers étaient florissants avec des taux de rendement de X% par an. Ces gens vont alors avoir des versions de la bourse et de l'investissement qui sont totalement différents, ce qui pourrait les pousser vers des moqueries, voire des jugements des décisions de l'un et de l'autre. Pour chacun d'entre nous, vous et moi, on a grandi dans des contextes financiers qui diffèrent au fil des années, mais qui diffèrent surtout en fonction des éducations que l'on a reçues. Certains parents prônent l'investissement, la notion de la finance et de la bourse, d'autres un peu moins. Et nous grandissons tous plus ou moins avec ces valeurs, c'est un peu notre ADN financier qui s'est construit dans ces moments-là. Et tout cela pour dire que personne n'est cinglé, malgré les décisions que certaines personnes peuvent prendre. Ces dernières ne sont probablement pas logiques pour vous, mais dans leur propre monde et leur vision de ce dernier, elles le sont. L'image de la réussite financière que tu pourrais avoir toi en tant que personne X pourrait très probablement différer de la vision que ton ami Y aura ou que celle de ton ami AB. Ou Jack, peu importe. De cette première leçon, on peut également conclure qu'il faut faire extrêmement attention avec les conseils taille unique de tous les influenceurs finance, car elles ne correspondent potentiellement pas ni à vos convictions, ni à vos valeurs, ni à votre vision du monde et de la finance. Encore une fois, et Morgan Housel le rappelle beaucoup dans ce livre de la psychologie de l'argent, il faut garder en tête qu'en termes de gestion d'argent, d'investissement et de réussite financière, il n'existe pas une seule et même réalité universelle. Leçon numéro 2, les effets multiplicateurs. Pour Warren Buffett, soit l'homme considéré comme étant une des légendes vivantes de l'investissement et de la réussite financière, on pourrait tous se dire qu'il a réussi 2 ou 3 gros coups dans sa vie ou bien qu'il avait un salaire démesuré. Eh bien, détrompez-vous. La fortune de Warren Buffett s'élève environ à 84,5 milliards de dollars. Eh bien, dites-vous que 81,5 milliards de dollars de sa fortune ont été faits après ses 65 ans. La leçon à en tirer, elle est extrêmement simple. Warren Buffett n'est pas seulement un des plus grands investisseurs du monde, c'est surtout et avant tout un investisseur qui investit sur le long terme depuis son plus jeune âge, son enfance, et pour être plus précis, depuis ses 10 ans. Personnellement, à 10 ans, j'apprenais à faire des maths. Puis j'écrivais soleil sur ma calculatrice. Après, c'est pas une compète. Heureusement. Et alors, bien que sa fortune soit également liée au fait que son flair d'investisseur dépasse l'entendement, une des raisons principales derrière cette fortune colossale, c'est les conséquences des effets multiplicateurs ou des intérêts composés. Bon, si tu sais pas encore ce que c'est, je vais te l'expliquer plus simplement et brièvement. Disons que tu investis 1000 euros sur quelque chose dont le rendement annuel s'élève à 8%. Après un an, ta fortune totale sera de 1080 euros.
l'année d'après de 1166,4 €, puis 1259,7 et ainsi de suite. Le schéma il est simple et c'est le fait que ton investissement initial il croît par le simple fait que ton actif il prend X% de hausse par an, mais ton gain annuel lui aussi augmente car ton pourcentage de hausse est appliqué à une somme qui est de plus en plus importante. Bon, tout cela appliqué à des investissements de centaines d'euros, voire de milliers d'euros pendant des semaines et des mois, ne te mènera sûrement pas à la fortune colossale de Warren Buffett, c'est sûrement trop tard pour ça, mais les résultats seront non négligeables. La mode de nos jours, c'est de penser à court terme, à l'argent rapide et à la dépense facile, plutôt qu'à de l'investissement annuel ou mensuel et des effets multiplicateurs que peuvent ouvrir certains marchés. La psychologie derrière la réussite financière, ce n'est pas de chercher à faire beaucoup d'argent rapidement, malgré la tendance actuelle, mais plutôt d'être régulier sur le long terme. Leçon numéro 3, le facteur chance. En 1968, il y avait environ 300 millions de personnes en âge d'aller au lycée à travers le monde. Et parmi elles, 300 étudiants étaient scolarisés à Lakeside, une petite école à Seattle, aux États-Unis. Cette petite école était la seule au monde à avoir dans ses locaux un des premiers ordinateurs, le Télétype Model 30. Et bien pour un de ses élèves, ce petit ordinateur a changé le cours de sa vie et de la nôtre par la même occasion. Cet élève, tu le connais sûrement, Bill Gates, cofondateur de Microsoft. Et il le dit lui-même, malgré une vision futuriste de l'ordinateur, des idées brillantes et un travail acharné, il n'y aurait tout simplement pas eu de Microsoft s'il n'y avait pas eu de Lakeside dans la vie de Bill Gates. Je sais pas vraiment si vous voyez où je veux en venir, mais tout cela pour vous dire que le facteur chance dans la réussite, que ce soit financière ou en termes de carrière, il existe et il est bien précieux et propre à chacun de nous. Il faut également que quand vous essayez d'analyser la réussite financière de X ou Y personnes, que vous essayez de prendre un plan qui est plus large, histoire de voir un schéma qui se répète dans les différentes success stories de vos personnages préférés. Ça vous évite tout simplement de tomber dans le piège des facteurs chance que chacun a eu pendant sa réussite, et ça vous donne également une image simplement plus réaliste de la réussite financière. Leçon numéro 4, le but ultime. Souvent, les gens autour de moi se moquent ou alors ont un petit sourire en coin lorsqu'ils m'entendent parler de mes ambitions de réussite financière. Picsou, c'est un des surnoms qu'on m'a donné. Alors c'est plutôt rigolo sur le moment, mais c'est en réalité extrêmement triste et je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. Mon ambition de réussite financière n'est liée qu'à une seule chose. La chose la plus précieuse d'après moi, la plus désirable et la plus rare de nos jours, le temps. Malheureusement, nous vivons dans une époque où nos emplois du temps sont surchargés et où il faut toujours essayer d'en faire plus pour gagner plus et pouvoir essayer d'en profiter un minimum. Morgan Housel, dans son livre La psychologie de l'argent, considère que la liberté de faire ce que l'on veut où on veut a plus de valeur que n'importe quel bien matériel que l'on pourrait posséder ou s'acheter. Vouloir gagner de l'argent, c'est bien, mais la raison derrière cette volonté doit être autre que matérielle et non pas axée sur la possibilité de s'acheter des vêtements de marque ou des Porsche, mais plutôt faire un contrôle de notre temps. Même si cette voiture reste la voiture de mes rêves, on va pas se mentir. Donc essayez s'il vous plaît de ne pas écouter les gens qui, encore une fois, pour rebondir sur le point de la leçon numéro 1, pourraient vous voir comme un cinglé et qui ne comprennent pas votre vision et vos croyances en termes de finances. Ayez un but et si votre but dans la réussite financière c'est de maîtriser votre temps, alors pour moi vous avez tout compris. Leçon numéro 5, apprendre à en avoir assez. Un des vices de l'être humain, c'est d'en vouloir toujours plus. Que ce soit parce que ce type de comportement est ancré dans la tête de certaines personnes ou parce que la société nous pousse à en vouloir toujours plus, l'argent comme tout, il faut également apprendre à en avoir assez. Un des points soulignés par Morgan Housel dans son livre, c'est que rares sont ceux qui se retrouveront à la tête d'une fortune de 100 millions de dollars, mais que beaucoup d'entre nous, et si tu regardes mes vidéos, j'imagine que tu partages les mêmes idées et convictions que moi, se retrouveront à un moment donné de leur vie avec un salaire qui non seulement suffirait à satisfaire tous les besoins que l'on pourrait avoir en tant qu'humain, et qui nous permettrait également d'exaucer une bonne partie des souhaits ou des rêves que l'on pourrait avoir. Lorsque j'arriverai à cette situation et à cette vie-là, et lorsque tu y arriveras également, il y a quelques principes à retenir quand même. Tout d'abord, le fait que la compétence la plus difficile à acquérir dans le domaine financier, c'est d'apprendre à stopper l'inflation de ses désirs. Il faut comprendre que nos attentes, elles augmentent au fur et à mesure que nos résultats augmentent. On veut changer de train de vie, on veut monter dans les classes sociales, on se persuade qu'on va être plus heureux en ayant ci ou ça. On est encore une fois plus sur du comportement et de la psychologie qu'autre chose. Et je pense qu'il faudra toujours garder en tête que le bonheur, c'est la réalité moins les attentes. Un autre principe assez important pour en avoir assez, c'est d'identifier l'ennemi, et l'ennemi il est extrêmement facilement identifiable, c'est la comparaison sociale. C'est bête et simple, mais malheureusement souvent oublié, surtout dans ce monde des réseaux sociaux, mais c'est important de rappeler qu'il y aura toujours plus beau, plus costaud, plus grand, plus fort et surtout plus riche que toi. Autrement dit, la comparaison sociale, c'est un combat qui est perdu d'avance. Le seul moyen de remporter ce combat de comparaison, c'est tout simplement de ne pas commencer à se comparer. Et c'est donc d'accepter qu'on possède suffisamment, même si c'est un petit peu moins que le voisin d'à côté. Leçon numéro 6, la richesse versus la fortune.
Ce sont deux principes qui sont intimement liés aux finances personnelles, mais qui sont distinctivement différents dans leur définition. En anglais, ce sont deux mots bien distincts, mais qui ne sont pas réellement bien traduits en français. Ces mots, ce sont rich and wealthy, et bien qu'ils soient considérés comme synonymes dans la langue française, croyez-moi, on en est très très loin. Si on essayait un peu de traduire vraiment ces mots, ce serait la richesse et la fortune, même si dans le langage courant, ce sont des mots qui sont employés pour définir la même chose. La richesse, c'est ce que tu gagnes par mois. Pour faire simple, c'est combien tu as d'argent actuellement. La fortune, elle, correspond aux actifs financiers en ta possession que tu n'as pas encore utilisés et qui te rapportent des revenus de X sorte tous les X mois ou années. Ce sont des principes qui sont bien distincts et la plupart du temps, on est poussé à devenir riche, non pas fortuné. Il y a beaucoup de gens que vous croisez dans la rue qui seraient sûrement riches, non pas fortuné. Sûrement loin de là. C'est un principe qui est extrêmement simple, qui m'a personnellement énormément conforté dans mon choix de mentalité financière et qui, je pense, pourrait faire changer la tienne. Leçon numéro 7, la marge d'erreur. Malheureusement, et comme dans tout dans ce monde, on a beau faire des prévisions sur les hausses de ci ou de ça, le mot reste bien employé, ce sont des prévisions. Et les prévisions, ça veut dire que le pourcentage de chances que ces choses n'arrivent jamais est bien présent. Une des seules choses dont vous pouvez être sûr dans votre vie, et ce peu importe qui vous êtes, c'est que vous mourrez un jour. En termes de finances et d'argent, on ne peut rien affirmer avec autant de certitude. Et dans son ouvrage, Morgan Housel souligne le fait que le plus important lorsque l'on fait des prévisions, c'est de prévoir qu'elles ne puissent pas se réaliser comme prévu. Un des exemples pris dans ce chapitre, c'est le jeu du blackjack et du principe de comptage de cartes. Les règles sont simples. Nulle personne ne peut être sûr de la carte que le donneur s'apprête à tirer. Mais que si vous avez gardé en mémoire toutes les cartes qui ont déjà été distribuées, vous pouvez déterminer celle qui reste dans le paquet et donc calculer la probabilité qu'une carte soit tirée. Ce qui est extrêmement important à retenir, c'est que les joueurs de blackjack ils sont bien au courant, eux qui jouent avec des probabilités et non avec des certitudes. En termes d'investissement, de finances et de gestion d'argent, nous pourrions retenir une phrase qui résume une interview de Benjamin Graham, connu notamment pour avoir inventé le concept de marge de sécurité. Cette phrase est la suivante: le but de la marge de sécurité est de rendre les prévisions superflues. Leçon numéro 8, la fortune, c'est ce qui ne se voit pas. On a déjà parlé de la subtilité des termes de richesse et de fortune, mais dans le livre de la psychologie de l'argent, il y a une leçon qui pousse encore plus profond le concept. Pour résumer cette leçon, on pourrait simplement reprendre la phrase de l'auteur qui stipule que de dépenser de l'argent pour montrer aux autres à quel point vous êtes fortuné, c'est le plus sûr moyen de cesser de l'être. On vit dans une société aujourd'hui où la plupart des gens n'ont qu'une seule idée en tête, c'est impressionner les autres pour obtenir un certain type de reconnaissance sociale. Que ce soit dans les boîtes de nuit où la plupart des gens dépensent des sous qu'ils n'ont pas, que ce soit dans des habits de marque qui sont achetés par tous ceux qui veulent montrer aux autres, du moins donner une impression de richesse. Bref, ce sont des valeurs que je rejette entièrement et je pense que tu as compris le concept, pas besoin de s'éterniser là-dessus, mais retiens bien une seule chose, c'est que les gens les plus riches de cette planète, à quelques exceptions près, sont souvent ceux qui en montrent le moins. Alors je pense qu'à mon niveau de fortune et au tien, on devrait s'inspirer de ce genre de comportement parce que c'est pas pour rien s'ils sont arrivés au top. Leçon numéro 9, économiser. Un grand monsieur, grand non pas par sa taille parce qu'il ne mesurait que 1m78 mais par sa fortune d'environ 85 milliards de dollars, a dit un jour: n'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé votre salaire, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Allez, j'arrête le suspense, oui, je fais environ 1m78. Non, je ne suis pas milliardaire et ce monsieur dont je parlais, ce n'est personne d'autre que Warren Buffett. La leçon à en tirer, elle est juste extrêmement simple et si un des plus grands investisseurs de l'histoire préconise l'épargne, alors ce n'est pas pour rien. Un des points qui est très intéressant et souligné par Morgan Housel, c'est le fait que dans la société d'aujourd'hui, la plupart du temps, quand on parle d'épargne, on parle d'épargner pour quelque chose. Que ce soit un achat, un voyage, une autre raison, il y a toujours quelque chose qui motive cette épargne. Le twist qui est apporté dans la psychologie de l'argent, c'est le fait que l'épargne, elle devrait être faite même s'il n'y a aucune réelle raison d'épargner. Leçon numéro 10, rien n'est gratuit. Une des dernières leçons que j'ai pu apprendre dans ce livre est sûrement un des concepts les plus puissants, c'est le fait de comprendre que tout a un prix. C'est une image assez marrante de voir que la plupart des personnes qui sont prêtes à dépenser des sommes exorbitantes pour des maisons de luxe, des voitures de luxe, des vêtements de luxe sont également ce genre de personnes qui fuient à tout prix l'investissement pour une simple appréhension des risques et des pertes possibles. La différence avec tous les achats qu'on vient de citer et l'investissement sur des marchés boursiers par exemple, c'est que l'étiquette des frais elle n'est pas réellement visible pour l'investissement et ça la plupart du temps, ça fait un peu peur. Lorsque vous achetez une nouvelle voiture et vous dépensez de l'argent, vous savez que vous allez avoir une assurance à payer, potentiellement des dégâts à réparer et parfois même des contraventions à devoir payer. Même si cela en réalité correspond à des sanctions, pour vous mentalement ça correspond simplement au prix normal à payer pour avoir une voiture et en profiter.
Eh bien pour l'investissement de votre argent, c'est pareil. Envisagez la volatilité des marchés comme une sorte d'expression des frais d'entrée plutôt qu'une sanction. C'est un bon moyen de changer sa mentalité concernant l'argent et les finances personnelles. Morgan Housel prend l'exemple du ticket d'entrée à Disneyland, qui a un certain temps coûté environ une centaine de dollars. Cet argent, pour la plupart des gens, représente un prix juste, un frais justifié par l'expérience qu'ils ont dans le parc d'attractions. Et bien pour l'investissement, c'est un peu pareil. Il faut se convaincre que les frais du marché, soit la volatilité, valent la peine d'être acquittés. Non seulement il faut accepter qu'ils existent, mais également qu'il va être normal pour vous de payer ces derniers. Vous ne pourrez jamais être certain que le jeu en vaut la chandelle, tout comme quand les gens achètent un ticket à 100 dollars pour aller à Disneyland, ils ne pourront jamais être certains qu'à un moment donné, ils ne se mettent pas à faire moche et pleuvoir, ce qui les empêche de faire certaines attractions. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, car je pense qu'on manque tous fatalement d'éducation financière, et c'est pour moi primordial dans la vie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as appris quelque chose de cette vidéo, si tu l'as aimé, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.